Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique qui n'est plus à présenter parce qu'elle est sur la scène politique congolaise depuis pratiquement un quart de siècle, si pas plus. C'est M. Valentin Moubaké, qui est le conseiller politique de M. Étienne Tshisekedi. Monsieur Valentin Moubaké, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce jour à Bruxelles. Vous savez, quand des personnalités du Congo arrivent ici, nous avons soif de savoir comment ça se passe là-bas, parce que la lecture ici à partir d'Internet n'est pas toujours conforme à la réalité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question colle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que nous nous sommes rencontrés? Ici sur Terre ou ici Oui, ici sur Terre. Ici sur Terre, je crois que c'était à la conférence nationale souveraine. Exact, bon, vous avez bonne mémoire. Effectivement, nous avons cheminé ensemble de 92 à 97. Et donc, si vous vous souvenez, bon, vous étiez au bureau, nous sommes partis au Conseil de la République, et puis nous avions une mission ensemble, vous vous en souvenez? Une commission parlementaire, plus particulièrement, que vous aviez dirigée, si vous vous souvenez. Oui, je vais vous rappeler. Oui, s'il vous plaît. Le crash de type K. En effet. La mission m'a amené jusqu'en Russie, oui, où devait avoir lieu le cryptage de la boîte noire. Et j'ai dirigé donc la partie Parlement dans cette mission-là. Okay. Et nous avons sillonné la RVA et les structures étatiques liées avec la RVA dans le cadre de ce drame-là, je me rappelle parfaitement. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'est dire que l'histoire de la RD Congo, c'est une longue histoire. Les acteurs se rencontrent, se croisent, se rencontrent encore une fois. Là, nous étions tous parlementaires. Aujourd'hui, nous sommes, moi, du côté de la caméra en tant que journaliste et lui en tant qu'acteur politique. Monsieur Valentin Moubaké, vous êtes à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui ont motivé votre voyage ici, à Bruxelles? Bon, mon voyage, je l'ai annoncé depuis le mois de février, plus précisément le 14 février, à Kinshasa, lors de mon point de presse, suite à des problèmes majeurs qui se posent au niveau du parti et au niveau de la nation congolaise. Il fallait que je rencontre le président du parti, mon chef hiérarchique politiquement. Je rappelle que moi, je ne fais pas partie des structures statutaires de l'UDPS. Et donc, je suis le conseiller politique de M. Tshisekedi et c'est à lui que je rencontre et c'est auprès de lui que j'obtiens des éclaircissements éventuels sur des problèmes qui se posent sur le plan politique au pays. Donc, j'avais annoncé ce voyage, que je venais donc, je viendrai ici en Belgique et c'est chose faite pour rencontrer le président et échanger avec lui sur tous ces problèmes-là et au niveau qui se posent au niveau de l'UDPS et au niveau de la nation congolaise. Monsieur Valentin Moubaké, nous reviendrons sur ce qu'aura été votre séjour ici à Bruxelles. Mais comme vous venez du pays, commençons par le pays. Il y a peu, on a découvert une fosse commune à Maluku. 420 corps enterrés nuitamment. Quand vous avez appris pour la première fois cette information, quelle a été votre réaction et comment interprétez-vous cela? Bon, bien sûr, c'est un sentiment de désolation et de profonde tristesse. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas été surpris, nous. En tout cas, moi, personnellement. Vous savez que le pouvoir de Kinshasa a deux caractéristiques principales. Ce pouvoir issu de l'AFTEL, s'entend. La première caractéristique, c'est que ce pouvoir-là utilise toujours, je dis bien toujours et systématiquement la force, la répression par la force, face à des manifestants main nue. Et cela a déjà été dénoncé plusieurs fois par des organismes de droits de l'homme, tant nationaux qu'internationaux du reste. La deuxième caractéristique, et c'est celle qui intéresse la question que vous posez, c'est que le mode opératoire lors de ces manifestations est très simple. Des grenades lacrymogènes sont lancées, les gens sont éblouis, étouffés, et c'est pendant ce temps qu'on tire dans la foule, des gens qui cherchent où mettre de la tête. Et pendant ce temps, une jeep arrive, ramasse les victimes qui sont tombées sous les balles, il les amène, si bien que
personne lors des manifestations au Congo ne peut établir le bilan exact des victimes. Eh bien, où est-ce qu'on amène les victimes? C'est eux-mêmes qui savent. Et donc, ces victimes-là, dès lors que vous ne les trouvez pas dans des morgues, dès lors que vous ne les retrouvez pas dans la police, dans les postes de gendarmerie ou de police, eh bien, ces gens-là, on les amène quelque part. Et d'où l'existence de ces fosses communes. Eh bien, on a découvert à Maluku, il n'est pas impossible qu'on découvre d'autres fosses communes à gauche, à droite, sur l'étendue de cette ville de Kinshasa. Donc, ça ne nous surprend pas. Et pour le gouvernement se défend, bien sûr, mais pour que la polémique prenne fin, qu'est-ce que vous suggérez par rapport à cette histoire-là? Mais c'est très simple, tout le monde a déjà mis en doute la version officielle du gouvernement, selon laquelle il s'agissait soit des indigents, soit des bébés, soit des morts-nés. Je vous rappelle que M. Tchébéa et son chauffeur Bazana n'étaient pas des indigents. On a retrouvé par hasard le corps de M. Tchébéa, paix à son âme, mais on n'a jamais retrouvé le corps de son chauffeur Bazana. Ce n'était pas un indigent. Aujourd'hui, où se trouve ce corps-là? Peut-être dans une fosse commune quelque part à Kinshasa. Et donc, il faut exhumer ces corps-là. Exhumer ces corps et les autopsier pour savoir exactement dans quelles circonstances ces gens, ces infortunés, ont été tués et comment ils ont été tués. C'est la seule solution pour clarifier ce drame-là. Et bien sûr, les coupables, les responsables seront punis avec la rigueur de la loi qui s'impose en cette matière-là. Au lieu d'exhumer les morts, le pouvoir de Kinshasa, ces jours-ci, invite les gens à assister à des enterrements. C'est pas suffisant? Mais qu'est-ce qui se passe dans ces fosses communes? On vous parle de 421 corps. Qui vous dit qu'il n'y a pas 600 corps là-dedans? Qui vous dit qu'il n'y a pas 800 corps là-dedans? On vous dit des indigents. Je vous dis ici, où est le corps du chauffeur du valeureux Tchébéa? Ce n'était pas un indigent, M. Bazana. Où est son corps? Parce qu'on n'a jamais vu son corps. Et nous savons que lui et son chef Tchébéa, lui Bazana et son chef Tchébéa ont trouvé la mort dans l'enceinte, je dis bien dans l'enceinte, du numéro 1 de la police nationale. Et donc, la seule façon, ce n'est pas d'inviter les gens à visiter les morts ou des choses comme ça. C'est d'ouvrir cette fosse commune, d'exhumer ces corps pour les autopsier et de vérifier qu'est-ce qui a causé la mort de ces personnes-là. Une balle dans un corps en décomposition, on n'a même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. On va voir si le crâne est troué, si le dos est perforé ou n'importe quoi. On saura dans quelles circonstances ces personnes sont mortes. Et je répète, les responsables devraient rendre compte de ces actes-là devant les juridictions compétentes. Bien, merci beaucoup, M. Valentin Moubaké. Le deuxième point de l'actualité récente dans notre pays, c'est les événements qui avaient eu du 19 au 21 janvier et qui ont fait que le pouvoir a reculé par rapport à sa loi électorale. Pensez-vous que c'est un fait anodin ou vous pensez que le peuple congolais pourrait, dès qu'il y a une occasion comme celle-là, donc descendre dans la rue comme il l'a fait en janvier? D'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut d'abord rendre hommage aux victimes de ces manifestations-là, parce qu'encore une fois, des victimes sont tombées sous les balles. On parle de 14 morts officiellement, on parle de 27 morts, on parle même de 47 morts. Comme je le disais, on ne connaîtra jamais le nombre de victimes compte tenu du mode opératoire de ce pouvoir-là de Kinshasa. Je rappelle aussi que le 26 novembre 2011, le dernier jour où M. Tshisekedi clôturait sa campagne électorale venant de Matadi, il y a eu beaucoup de morts à Kinshasa et jusqu'aujourd'hui, il y a des familles en tout cas des combattants de l'UDPS qui nous ont contactés, des familles qui n'ont jamais retrouvé les leurs jusqu'aujourd'hui. Et donc, pour revenir maintenant aux événements de 19 au 21, nous voulons rendre hommage aux victimes qui sont tombées ce jour-là sous les balles, parce qu'on ne connaîtra jamais assez, avec précision, leur nombre. La deuxième chose que nous constatons, c'est que, contrairement à ce que les gens croyaient ou pensaient, un
responsable de Kinshasa avait même dit, le responsable du pouvoir de Kinshasa avait même dit, numéro un bien sûr, que les Congolais ne sont pas comme n'importe quel peuple. En fait, pour se moquer des Congolais qui n'étaient pas capables de réagir, hein, de mettre un point de vue, de rejeter un système qui les avilit. Le troisième constat que nous faisons, c'est que cette réaction-là, ce n'est pas le fait d'une génération spontanée. C'est le résultat du travail de terrain. Et principalement, et nous n'avons pas honte de le dire, principalement le travail de l'UDPS durant 30 ans, à éduquer cette population, à donner des enseignements à cette population par les comportements de certains de ses dirigeants, à opter pour la non-violence en disant que la non-violence pouvait aussi apporter des résultats. Eh bien, nous voyons que ce jour-là, ces résultats étaient au rendez-vous. Et donc, pour nous, c'est un début d'une nouvelle ère. Ça veut dire que désormais, les gouvernants doivent composer avec cette jeunesse-là, avec cette population-là, qui a pu intérioriser les enseignements de l'UDPS pour ne pas accepter n'importe quoi. Et donc, ça, c'est un acquis fondamental que nous avons salué et que nous espérons, c'est un acquis définitivement à préserver au niveau de la population congolaise, pas seulement à Kinshasa, parce qu'il y a eu des mouvements aussi à travers d'autres villes du pays, et ça c'est fondamental pour nous, nous nous en réjouissons. Monsieur Valentin Moupaké, je vais rebondir sur une de vos affirmations selon laquelle l'UDPS est inscrite dans la logique de la non-violence. Autrement dit, l'UDPS, dans son agenda, ce n'est pas d'accéder au pouvoir par les armes ou par je ne sais quelle alchimie. Il y a les élections qui sont la meilleure façon d'accéder au pouvoir. Et dans notre pays, vous le savez mieux que moi, il y a la CENI qui actuellement est occupée à organiser les élections. Et sauf imprévu, la CENI a prévu des élections générales, locales, au niveau des provinces, au niveau des villes, au niveau des communes, au niveau des territoires, le 25 octobre. Et le 15 de ce mois d'avril, ils ont commencé à recevoir les candidatures. Et ça se clôture le 5 mai. À votre avis, quelle devrait être la position de l'UDPS? Est-ce qu'il faut aller s'inscrire ou ne pas s'inscrire et combattre, faire pression? Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, d'abord, il faut parler brièvement de ces élections. Oui. Il faut circonscrire les élections. À quoi servent les élections dans un pays? Les élections, pour parler, disons, avoir un langage accessible à tout le monde, les élections servent à régler le problème de légitimité dans le chef des animateurs des institutions au sein d'un pays. Si nous acceptons cette brève définition sociopolitique, quelle est la situation de notre pays par rapport aux élections? Nous avons eu en 2006 des élections dans notre pays, provinciales et législatives. Législatives et... Ah oui, provinciales aussi, c'est juste, excusez-moi. Voilà. Nous arrivons en 2011, nous traînons avec nous, je ne dirais pas des arriérés, mais un manque d'élections au niveau local. Mais nous dépensons aussi les termes des sénateurs élus par des assemblées provinciales, fin mandat depuis 2 ans, des gouverneurs fin mandat depuis 2 ans. Cela veut dire que dans notre pays, il se pose un problème de légitimité des actes politiques posés par une institution qu'on appelle le Sénat, qui est fin mandat depuis 2 ans et qui continue à légiférer, on ne sait pas sur quelle base juridique. Nous avons dans notre pays des gouverneurs de province issus des assemblées provinciales elles-mêmes fin mandat. Depuis la même période, donc depuis 2 ans. Ça veut dire qu'il y a un problème de légitimité à régler à ce niveau-là.
Cela veut dire que ces élections-là sont obligatoires. Je parle donc des élections provinciales qui donnent lieu aux gouverneurs de province, aux assemblées provinciales et aux sénateurs. Je ne parlerai pas des élections locales, que le bourgmestre soit là ou pas, que le chef de chefferie secteur soit là ou pas. Cela ne dérange pas le fonctionnement normal des institutions. Du reste, ceux qui sont là-bas ont été nommés par l'administration territoire péperdiste qui est au pouvoir aujourd'hui. Nous pouvons nous en plaindre, mais ce ne sont pas des nominations, ce ne sont pas des manquements qui peuvent entraver le fonctionnement normal des institutions. L'année prochaine, l'Assemblée nationale arrivera au terme de son mandat. Le président de la République, en fonction, issu d'ailleurs des élections frauduleuses et chaotiques de 2011, arrivera au terme de 5 ans constitutionnellement exigés pour le mandat du chef de l'État. Et donc, pour les députés nationaux et pour le chef de l'État, le futur, il faut obligatoirement des élections. Voilà des élections obligatoires. Et donc les élections dont on ne peut pas se passer, à moins qu'on soit une république bananière. Et vous voyez donc que quand vous comparez donc ces deux types d'élections, provinciales d'une part, pour cette année, en tout cas le plus tôt possible, parce que depuis 2 ans ils sont hors mandat. Et si vous prenez l'élection présidentielle et législative, si vous prenez ces deux groupes des élections, cette année et l'année prochaine, ces élections-là peuvent être les seuls à être retenus dans ce calendrier global qui a mis du n'importe quoi, les locales, les municipales, les urbaines. Donc toutes ces élections-là peuvent attendre, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, il faut les organiser comme il convient de les organiser. Il n'y a pas d'argent dans ce pays-là, c'est un pays à un budget de 4 milliards de dollars. Il paraît que la ville d'Anvers a un budget de plus de 20 milliards de dollars. Vous imaginez si tout le pays, le Congo n'a que 4 milliards de dollars, il se pose réellement un problème de gestion de ce pays-là. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse, malgré les richesses du sous-sol de ce pays-là. Voilà d'abord, résumé brièvement, l'obligation de quel type d'élection à faire. Maintenant, si le pouvoir de Kinshasa s'obstine à maintenir son calendrier global tel que cela a été affirmé par le président de la CENI, venu spécialement pour ça à Kinshasa il y a 10 jours, avant de retourner à l'Afrique du Sud, où il est convalescent, d'après mes informations. Et donc, il y a anguille sous roche, ça veut dire que ce pouvoir de Kinshasa vise quelque chose d'autre que la stabilité de ce pays-là. Je vais relever quelque chose ici dont on ne parle pas souvent. Je vous ai dit que les élections servent à régler un problème de légitimité du pouvoir. Cela veut dire quoi? Les élections procèdent à la stabilité d'un pays, donc à la paix dans un pays. Ça veut dire que des élections mal organisées préparent des troubles dans un pays. Et donc ces élections, l'organisation correcte des élections est une condition indispensable pour le maintien de la paix dans un pays. Et on ne peut donc pas programmer des élections pour le plaisir de le faire, à moins qu'on veuille amener le pays dans un chaos, parce qu'on est tous convaincus, il n'y a pas que nous, même nos partenaires au développement disent, on ne peut pas, dans le laps de temps qui nous reste, organiser cette élection sans argent et bien les organiser. Maintenant, pour l'UDPS, que faut-il faire? C'est l'une des questions que je devais discuter avec le président du parti. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré. Vous savez que les statuts de l'UDPS, issus du congrès de 2010, nous avaient recommandé de participer à toutes les élections à ce temps-là. Nous avons eu un président de la République élu qui n'a jamais exercé le pouvoir. Ici, nous sommes au niveau des élections provinciales qui vont donner lieu à une institution très importante, parlementaire, une chambre, le Sénat. Et il y a 26 nouvelles provinces, donc 26 gouverneurs de province. Il y aura 108 sénateurs. Donc ces élections-là, je voulais en discuter provincial, je voulais en discuter avec le président du parti pour que nous échangeons avec lui pour savoir
quelle devrait être notre position sur ce sujet. Malheureusement, je n'ai pas pu en discuter avec vous. Bien, nous y reviendrons. Pour clôturer ce dossier des élections, vous savez, la politique, c'est souvent malheureusement le rapport de force. M. Kabila, avec son armée, avec tout l'argent qu'il a amassé, avec les médias qu'il a confisqués, peut faire la souveraine et continuer. Quelle pourrait être l'action contraire pour arrêter cela? Vous savez, une leçon que nous avons retenue en 2011, c'est notamment disposer à chaque fois dans le combat politique de plusieurs plans. Un plan A, un plan B, un plan C, ainsi de suite. Je pense que cette leçon, nous l'avions retenue. Et à chaque fois que le parti UDPS s'engage dans un combat politique, étant donné que l'UDPS a opté pour la non-violence, l'UDPS doit avoir, dans ce cadre-là de la non-violence, plusieurs schémas. Et ces schémas-là doivent se substituer les uns aux autres en cas de difficulté. Et quand nous parlons de non-violence, les gens pensent que la non-violence, c'est l'acceptation de n'importe quoi. Non. Il y a un principe général de droit qui parle de la légitime défense. Ça veut dire que la non-violence aussi n'exclut pas la légitime défense. Et l'UDPS est en droit de se défendre, parce que nous sommes d'ailleurs depuis 2011 dans cette situation-là de légitime défense pour pouvoir revendiquer et faire valoir nos droits. Autrement dit, nous attendrons au bon moment l'annonce du plan B ou C. Les plans, on ne les annonce pas a priori, sinon c'est retenu. Bien. Et 2015-2016, finalement, c'est une période charnière où le pouvoir, où il devrait y avoir alternance. Est-ce que l'UDPS peut être l'alternance? Si oui, comment? Mais vous savez, sans fausse modestie, je ne sais pas ici, il y a deux partis politiques implantés comme l'UDPS à travers le pays. Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'accompagner le président Tshisekedi lors de la campagne électorale de 2011. Nous avons sillonné le Congo entier et croyez-moi, ce que j'ai vu avec ma petite expérience politique, je ne l'avais jamais vu auparavant. Le Congo entier est derrière Tshisekedi et l'UDPS. Je dis bien le Congo entier. Partout où nous avons été. Partout. Que ce soit à Kindu, que ce soit à Isiro, à Buta, à Bunia, à Gemena, et j'en passe. Et donc, l'UDPS, ces acquis-là de l'UDPS, on ne peut pas, de l'implantation, je veux dire, à travers le pays, on ne peut pas effacer cet acquis-là du revers de la main. Même si on a l'armée, même si on a l'argent. Et la grande caractéristique, d'ailleurs, de la base de l'UDPS, c'est qu'elle le fait, elle milite cette base-là par amour, non pas par argent. Donc, ce sont des acquis définitifs qui viennent du cœur de ces combattants-là, de ces militants-là. Ce qui n'est pas le cas avec les autres qui doivent monnayer leurs apparitions publiques. Et donc, moi, je me dis, ce que l'UDPS a fait comme exploit en 2011, l'UDPS est capable de rééditer cet exploit-là en 2016, sans problème. Bien entendu, il faut que l'UDPS s'organise pour ce faire. Parlons de l'UDPS, justement. Il y a beaucoup de sons discordants. On a l'impression que la maison cherche sa direction. Et il nous semble, vous l'avez dit, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez cherché à voir le président Tshisekedi. D'abord, vous l'avez vu ou pas? Je n'ai pas vu le président Tshisekedi. J'ai formulé la demande à travers son épouse, Maman Marthe, et qui m'a promis au téléphone, quand je l'ai eu, qu'il transmettrait ma demande auprès du président. Quelques jours plus tard, j'ai reçu au téléphone M. Chimpangila, maître Chimpangila, qui m'avait dit qu'il avait un message à me transmettre de la part du président, en rapport avec la demande que j'ai formulée de pouvoir le rencontrer. J'ai été au rendez-vous me fixé par M. Chimpangila, et M. Chimpangila me dira, je le cite de mémoire, M. Moubake,
le président Tshisekedi est offusqué parce que vous n'avez pas reconnu son autorité à travers 3 décisions qu'il avait signées, que vous aviez méconnues. La décision, la première concernant M. Claude Kiringa, la deuxième décision concernant M. Mouy-Pierre et la troisième décision concernant M. Bruno Mavungo. Et M. Tshisekedi vous demande donc au préalable, donc avant qu'il vous reçoive, de réparer cette offuscation-là. Et moi de poser la question au messager, en quoi consiste cette réparation? Et le messager, M. Tshimpanguila, de me dire qu'il ne savait pas en quoi consistait la réparation. M. Tshisekedi ne lui avait pas expliqué en quoi elle consistait. Et moi de rétorquer à M. Tshimpanguila que c'est la première fois, en tout cas depuis que je connais M. Tshisekedi, et cela depuis 1991 sans discontinuité. Et c'est la première fois donc que j'apprends que M. Tshisekedi demande à travers un messager à un de ses collaborateurs de réparer un tort causé à sa personne. Je n'ai jamais vu M. Tshisekedi agir comme ça. Ça ne ressemble pas. Ça ne peut pas être Tshisekedi. Et là, je parle, je vous dis, avec toute la gravité de ce message-là. M. Tshisekedi ne peut pas m'envoyer un tel message pour la simple raison que quand M. Tshisekedi signe une décision, que Valentin Mubake l'accepte ou ne l'accepte pas, mais M. Tshisekedi n'a pas à demander à M. Mubake de réparer la non-acceptation de cette décision. C'est comme si c'est Valentin Mubake qui est l'autorité à légitimer la signature de M. Tshisekedi. C'est absurde. M. Tshisekedi n'a pas besoin de la légitimation de ce qu'il signe par Mubake pour que tout le monde l'accepte. Ça veut dire tout simplement quoi? Ce sont ceux-là qui ont posé des actes au nom et en lieu et place de M. Tshisekedi, qui cherchent à ce que ces actes soient blanchis, ces actes soient couverts, mais ce n'est pas M. Tshisekedi. M. Tshisekedi n'a pas besoin de mon opinion à moi, de ma déclaration éventuelle à moi, pour que des actes qu'il pose en toute souveraineté soient acceptés par la majorité ou par l'UDPS, à laquelle l'UDPS, ces actes sont destinés. Il n'a pas besoin de ça. Oui, je pense que les concernés ont entendu et je leur donnerai la possibilité de réagir. Nous prenons acte, mais bien sûr, il aurait été intéressant que vous rencontriez le président, mais à toute fin utile. En tant que conseiller, vous laissez des dossiers. J'ai même dit, pour clôturer, parce que je citais la conversation, j'essayais de vous relater le plus fidèlement possible la conversation que j'ai eue avec l'envoyé de M. le président Tshisekedi, M. Maître Tshimpanguila. Je lui ai dit maintenant que vous ne savez pas en quoi consiste la réparation. Tshisekedi ne procède pas comme ça, à demi-mot ou en phase. Allez lui dire, parce que vous êtes le messager, comme réponse, que M. Mubake est venu ici pour vous rencontrer et parler avec vous des problèmes majeurs qui concernent le parti et le pays. Mais comme apparemment il y a un autre problème qui serait celui de la méconnaissance de son autorité, eh bien ce sera l'occasion aussi de parler de cette question-là. Mais moi je n'étais pas venu pour cela. Mais on parlerait notamment aussi de ces questions-là. Et il m'a dit, il va transmettre, et au cas où il y aurait une réponse de l'entretemps, il va m'appeler. C'était le vendredi 25 avril. Nous sommes dimanche, aujourd'hui 26 avril. Demain, 27 avril, au matin, je prends l'avion, je rentre à Kinshasa et je n'ai reçu aucun feedback de Maître Tshimpanguila dans l'entretemps. Bien, merci beaucoup, M. Mubake, pour ces éclaircissements. Mais
nous revenons à notre question majeure. L'UDPS pourrait prendre le pouvoir, vous pensez, 2015-2016. Et qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil? Et qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement? Mais d'abord, il faut savoir quel est le cheminement dans lequel nous sommes en train d'aller vers 2015 et 2016, de 2015 à 2016. Et je vous dis encore une fois, sans entrer dans les détails, parce que ça, c'est le dossier sur lequel je devais échanger avec le président du parti. Au niveau du parti, moi je sais, comme conseiller politique du président Tshisekedi, moi je sais, parce que j'en avais discuté avec lui plusieurs fois, que le président du parti se préparait, j'espère qu'il se prépare toujours pour son impérium. Et maintenant, ça c'est au niveau du président Tshisekedi. Maintenant, au niveau du parti à Kinshasa, on ne parle pas de l'impérium, on parle de la feuille de route. On parle du dialogue. Et il y a des élections qui pointent à l'horizon. Vous avez rappelé ici, le 15 avril, il y a eu déjà l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections provinciales, et dont l'ouverture des dossiers sera clôturée le 5 mai, dans 10 jours. Mais au niveau du parti, pas plus tard qu'il y a 4 jours, un responsable du parti dit que l'UDPS va aller aux élections, est prête pour aller aux élections, mais comme préalable d'abord le dialogue. Et 2 jours après, un autre responsable de l'UDPS, toujours au pays, dit l'UDPS n'a rien à voir avec les élections, nous c'est le dialogue. En fait, c'est un préalable catégorique, les élections ne nous concernent pas. Bien, merci beaucoup M. Moubake pour ces éclaircissements. Mais nous revenons à notre question majeure. L'UDPS pourrait prendre le pouvoir, vous pensez, 2015-2016. Et qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil? Et qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement? Mais d'abord, il faut savoir quel est le cheminement dans lequel nous sommes en train d'aller vers 2015 et 2016, de 2015 à 2016. Et je vous dis encore une fois, sans entrer dans les détails, parce que ça, c'est le dossier sur lequel je devais échanger avec le président du parti. Au niveau du parti, moi je sais, comme conseiller politique du président Tshisekedi, moi je sais, parce que j'en avais discuté avec lui plusieurs fois, que le président du parti se préparait, j'espère qu'il se prépare toujours pour son impérium. Et maintenant, ça c'est au niveau du président Tshisekedi. Maintenant, au niveau du parti à Kinshasa, on ne parle pas de l'impérium, on parle de la feuille de route. On parle du dialogue. Et il y a des élections qui pointent à l'horizon. Vous avez rappelé ici, le 15 avril, il y a eu déjà l'ouverture du dépôt des candidatures pour les élections provinciales, et dont l'ouverture des dossiers sera clôturée le 5 mai, dans 10 jours. Mais au niveau du parti, pas plus tard qu'il y a 4 jours, un responsable du parti dit que l'UDPS va aller aux élections, est prête pour aller aux élections, mais comme préalable d'abord le dialogue. Et 2 jours après, un autre responsable de l'UDPS, toujours au pays, dit l'UDPS n'a rien à voir avec les élections, nous c'est le dialogue. En fait, c'est un préalable catégorique, les élections ne nous concernent pas. Ça fait cacophonie, M. Moubake. Je ne vous le fais pas dire, mais c'est pour tout simplement souligner le fait que le cheminement qui doit nous amener en 2016 doit commencer au moins à être clarifié avant que nous posions d'autres problèmes importants, majeurs, comme celui de l'organisation interne, de la mobilisation interne. Et ça, ce sont des dossiers pour lesquels je me suis déplacé pour discuter avec mon chef hiérarchique. Je rappelle que moi, je n'appartiens pas, je ne suis pas membre des structures statutaires du parti. Je ne fais pas partie des structures statutaires au sein de l'UDPS.
je suis le conseiller de M. Tshisekedi, le président du parti, à qui je rends compte et auprès de qui je me ressource pour pouvoir poser des actes au niveau de la base et au niveau des médias, notamment au pays. Et donc moi, quand je viens ici, je ne cherche pas au préalable à rencontrer tel ou tel responsable du parti pour avoir un quitus quelconque. Je viens pour voir mon chef direct, mon chef hiérarchique, pour lui poser des problèmes, pour essayer, dans la mesure de ma petite contribution, comment je vois la situation sur le plan politique au niveau du parti et au niveau du pays, et recevoir en retour de lui des éclaircissements et pourquoi pas des orientations. Tel que vous décrivez le fonctionnement de votre parti, est-ce que vraiment vous allez accéder au pouvoir? Il ne reste plus beaucoup de temps. Le parti pourra rebondir à quel moment et à quelle occasion? Mais je viens de vous dire ici que l'UDPS a gagné l'élection présidentielle en 2011. Oui. Ce n'est pas du bluff, c'est la réalité reconnue par le monde entier, habilité à reconnaître les résultats des scrutins. Je citerai ici le centre Jimmy Carter, le président démocrate américain encore en vie, spécialiste dans l'observation des scrutins à travers le monde. Je vous cite ici la toute-puissante Église catholique romaine au Congo, qui avait déployé plus de 30 000 observateurs pour moins de 60 000 bureaux de vote, dont il y avait au moins un observateur pour 2 bureaux de vote. Donc ce travail a été fait. Je vous cite ici la société civile du Congo, la société civile de la SADC. Tous ces gens-là ne sont pas des affiliés de l'UDPS. Et donc, M. Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle en 2011. Ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas de la fiction politique. Et donc, l'UDPS peut accéder au pouvoir, mais je dis sous réserve d'une organisation interne appropriée pour ce faire. Monsieur Valentin Moubaké, nous vous remercions beaucoup de vous être prêté à cet entretien qui nous éclaire un peu d'abord sur la situation au pays, ensuite sur les problèmes que votre parti traverse, et nous espérons que ce n'est qu'une traversée et que c'est passager. Et avant de nous séparer, s'il y a un élément que vous avez omis ou un élément important que vous pensez communiquer à nos lecteurs, aux Congolais ainsi qu'aux téléspectateurs, vous avez la parole. Oui, le dernier mot, comme je suis en Europe présentement, je voudrais attirer votre attention sur 2 choses. La première, c'est que M. Kabila, en tout cas le régime de Kinshasa qui soutient M. Kabila, n'a pas encore renoncé à l'annulation, à défaut de l'annulation, au glissement du mandat de M. Kabila en décembre 2016, qui est la date limite de la durée constitutionnelle de son mandat, je répète, frauduleux, depuis les élections chaotiques de 2011, au cours desquelles M. Tshisekedi a été élu président de la République démocratique du Congo, haut la main d'ailleurs. Et pour cela, tous les moyens seront utilisés par ce pouvoir-là. Et donc, j'attire l'attention et de mes collègues au sein du parti et des Congolais sur ce fait-là. La deuxième chose que je veux relever, c'est que la situation de l'insécurité qui refait surface de manière brutale à travers le pays. Je pense ici au Nord Katanga, les Bakata Katanga, avec le triangle de la mort, Moba, Pueto, Mitwaba. Je fais allusion ici à Mwanda, il n'y a pas 4 jours, où certains hommes armés auraient massacré des populations comme ça dans leur maison d'habitation. Je fais allusion ici à Beni, où les massacres ont repris, et les massacres qui glissent d'ailleurs du côté de l'Ituri, à Aru, Mahagi, et de l'autre côté, selon les informations de notre possession. Donc, toute cette insécurité-là procède de la même logique. La logique de l'insécurité généralisée pour organiser quoi que ce soit dans le pays. Donc, faites très attention, faisons très attention. Et si nous venons ajouter
comme ingrédient à tout cela. Les 26 provinces brutalement jetées sur la place publique, sans qu'il y ait au préalable des infrastructures pour supporter ces nouvelles provinces, sans qu'il y ait des moyens financiers pour justifier de la viabilité immédiate, parce qu'il n'y a même pas de transition dans cette affaire, immédiate pour ces provinces-là. Et je rappelle que les 40% constitutionnels de retrait à la source n'ont jamais été appliqués au profit des 11 provinces. Et qu'adviendra-t-il des 26 provinces, des 25 donc par rapport à Kinshasa? Et donc, je voulais attirer l'attention des Congolais qui sont ici à l'extérieur sur ces deux faits-là, c'est-à-dire de continuer à être vigilants, parce que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Monsieur Valentin Moubaké, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette occasion de m'adresser à travers votre canal à tous ceux qui vous suivent par votre travail que je félicite en passant.